Bonjour Hélène Lening. Bonjour Jean-Philippe, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être présente sur ce plateau. Hélène Lening, vous êtes professeure à HEC Paris, vous êtes spécialiste de contrôle de gestion et aujourd'hui on dit plutôt management de la performance que contrôle de gestion. Wow, ça renvoie à un autre imaginaire, management de la performance. On va parler ensemble de Lean Startup. Alors, concrètement, déjà peut-être, qu'est-ce que c'est que le Lean Startup ? Alors, peut-être juste pour compléter, comment j'en suis arrivée au Lean Startup, qui est plutôt une méthodologie entrepreneuriale, en fait. Ouais. Donc, effectivement, je suis issue du champ du management de la performance. Et d'un autre côté, ma quête a toujours été sur les contextes incertains. Et quel contexte est plus incertain que l'entrepreneuriat ? Voilà. Donc, ça m'a amené, dans les dernières années, à m'intéresser particulièrement à ces écosystèmes entrepreneuriaux, à les observer et à me rendre compte qu'en fait, il y avait de puissants mécanismes en fait, de contrôle de gestion, ou de contrôle en tout cas, et de management de la performance dans ces écosystèmes. Alors ces écosystèmes, ils ont horreur du mot contrôle, hein, c'est un mot qui est presque banni pour eux, mais de notre côté, effectivement, on a des mécanismes de contrôle. Alors pour la confiance, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler par ailleurs, mais on a aussi des méthodes de management hein, qui se sont développées. Et donc, effectivement, j'ai travaillé notamment sur le Lean Startup, qui est l'une de ces méthodes. Alors, peut-être ça vaut la peine de définir ce que c'est qu'une start-up. Quand on parle de Lean Startup, une start-up, c'est une entreprise récente, jeune, on va en faire une bijection un peu facile, donc récente, innovante, soit par son modèle économique, soit par sa technologie. Et puis, dernièrement, c'est une entreprise qui a un potentiel de croissance important. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini la Lean Startup, le Startup, on va pouvoir passer à une compréhension de ce que sont les méthodologies qui vont s'appliquer aux startups. Et Eric Ries, qui est un professeur à la Graduate School of Business de Stanford, a écrit un premier livre en 2011 qui était la résultante de son observation de ces milieux-là, de toutes ces jeunes pousses, en fait. Hein, et il essayait de comprendre qu'est-ce qui faisait que dans le lot, beaucoup échouaient et quelques-unes réussissaient. Voilà. Donc, il s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques communes à toutes ces entreprises et c'est l'objet de son livre donc, qui s'intitule The Lean Startup. Un peu plus tard, en 2017, il aura d'ailleurs un second livre pour nous expliquer que ces méthodologies entrepreneuriales, elles ne s'adressent pas seulement aux startups et aux entrepreneurs, mais qu'elles peuvent également être diffusées dans des plus grandes organisations. Donc, elles s'adressent finalement à tous les managers dans des entreprises de taille moyenne, de taille plus grande, qui veulent rendre leur organisation plus agile, qui sont confrontés à des contextes d'incertitude en croissant de nos jours et qui donc peuvent les adopter aussi. Alors, il y a un certain nombre de principes qui régissent le Lean Startup. Le premier, le plus central, c'est ce qu'on appelle la Customer Centricity, c'est-à-dire en fait le fait qu'on va mettre le client au cœur à peu près de tous les apprentissages et au cœur de toute l'action en fait. Hein. Toute l'action des entrepreneurs va être orientée vers le client, pour le client. Donc dans une première étape, il s'agit de comprendre quelles sont les difficultés ou les besoins que peut avoir le client, hein, ce qu'on appelle le pain point aussi en fait. Hein. Donc d'essayer de valider ce pain point, de valider ce besoin du client, souvent par beaucoup d'entretiens, à travers beaucoup d'entretiens avec les clients potentiels. Et puis, dans un deuxième temps, il va s'agir de valider les réponses qu'on apporte, hein, donc les solutions qu'on va proposer à ces clients. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui est le plus central. Ensuite, il y a un deuxième élément dans la méthode, également très important. Alors, les anglo-saxons ont l'art des formules brèves et fortes. Et impactantes. Donc, on parle du fail fast and learn. Ça veut dire, en fait, échouer vite et apprendre. Donc, l'échec n'est pas vécu comme un échec, mais l'échec, qui est quand même la majorité des cas dans l'entrepreneuriat, est vécu comme une possibilité d'apprendre, de progresser et donc de faire mieux la fois suivante. D'accord ? Donc, il vaut mieux échouer vite que de trop tarder à échouer parce qu'en fait, il y a une autre formule qui est aussi parfois, qui court dans ces milieux-là, qui dit « you win or you learn and I've learned a lot ». Voilà. Donc, il y a cette idée, en fait, de mettre très vite le produit ou le service qu'on est en train de concevoir entre les mains du client. Donc, ne pas attendre d'avoir un produit ou un service qui sont aboutis pour le mettre entre les mains du client, notamment entre les mains des early adopters, donc les premiers qui vont s'en saisir.
Une sorte d'innovation bêta. Voilà. Et donc, on va très vite leur proposer une version qui ne sera pas aboutie, mais qui nous permet à nous d'avoir du feedback, donc d'apprendre, d'être dans cette boucle d'apprentissage. Donc ça, c'est éventuellement, donc, de pivoter. C'est le troisième. Et donc, éventuellement, si on s'aperçoit que la cible qu'on avait prévue n'est pas la bonne, en fait, ce sont les seniors et non les juniors qui vont utiliser notre service ou notre produit, ou bien s'apercevoir que le produit il est utilisé différemment de ce qui était prévu, on va effectivement pivoter, c'est-à-dire changer l'usage ou changer l'audience selon les cas. Voilà. Alors, le concept central avec ça aussi, c'est ce qu'on appelle le minimum viable product. Donc le produit viable minimum qui va remplacer le prototype des méthodes traditionnelles d'innovation, du management d'innovation. Donc ce minimum viable product, c'est effectivement, on prend souvent l'exemple, par exemple, d'un véhicule, d'une voiture qu'on voudrait développer. Eh bien, au lieu de développer indépendamment la carrosserie et le moteur et puis le système de transmission et que sais-je encore, et les différentes composantes, on va développer un premier objet qui pourrait être une trottinette. Une trottinette, ça roule, ça a un guidon, d'accord. Ensuite, dans une deuxième étape, on s'aperçoit que le client, il a envie d'être assis et d'avoir aussi une puissance un peu plus forte. Donc, on lui propose un vélo. Le vélo roule un peu plus vite, avec un peu plus de traction, et on est assis. Puis, la troisième étape, c'est on veut aller encore plus vite et que ce soit moins fatigant, on passe à la moto. Et puis, l'aboutissement, finalement, on va mettre un habitacle parce qu'il y a une demande d'être protégé des intempéries, des accidents, etc. Donc, c'est à travers cet exemple-là, on essaie de bien comprendre, en fait, de quoi on parle quand on parle du minimum viable product et de ces boucles itératives. Donc, il y a vraiment une boucle itérative qui est au cœur de tout ça. C'est la boucle qu'on appelle la boucle BML, Build, Measure, Learn. Donc pour ceux qui viennent comme moi du champ du contrôle de gestion, on a dans notre champ le fameux PDCA, qui était une boucle également itérative. Plan, do, check, act. Voilà. Et donc il va être désormais remplacé par ce build, je construis, measure, je mesure, learn, j'apprends, et on est dans des boucles d'apprentissage qui ont la particularité d'être extrêmement rapides. En fait, c'est ça le dernier point. Voilà. Peut-être un dernier point à mentionner quand même, la notion de frugalité, qui est une forme de contrôle, qui est une forme de contrôle intériorisé finalement des ressources. L'entrepreneur, il vit dans un monde où les ressources humaines et financières sont toujours extrêmement limitées, extrêmement contraintes. Et donc, il intériorise le fait qu'il doit tirer le maximum, je dirais, des ressources qui sont à sa disposition. Donc, il n'en perd pas une miette, en fait. Il va réussir à faire parfois des miracles avec des bouts de chandelle. Et c'est cette notion de frugalité qui est également très centrale dans la méthode Lean Startup. Je disais en introduction qu'on était passé du contrôle de gestion au management de la performance. C'est vrai que là, on voit qu'on n'est pas dans le command and control. On est vraiment dans l'accompagnement permanent et sans arrêt. On est dans ce que Simons, en contrôle de gestion, a appelé les systèmes de contrôle interactifs, en fait, qui sont tournés entièrement vers l'apprentissage, en fait. Et là, la richesse, c'est qu'en plus, cet apprentissage, il est tourné vers l'extérieur. Donc, il y a une notion d'ouverture vers l'extérieur qu'on retrouve dans l'open innovation, en fait. Donc, c'est effectivement un système de contrôle extrêmement interactif et qui permet de faire face à des environnements hautement incertains. Vous évoquiez les enseignements pour les grandes entreprises des startups. On dira qu'à l'heure de la Startup Nation, des enseignements aussi pour les politiques. Merci Hélène Denis. Merci Jean-Philippe de m'avoir accueilli.